toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Mars Attack numéro 420. Nous sommes le lundi 4 juillet 2011. Le camarade président, bonjour camarade président. Bonjour Ravi, bonjour tout le monde. Professeur Aziz Douda, bonjour professeur. Et puis le coach Hamadi Hamidouche avec nous. Et Simpli Red, le petit qui a du mal à se réveiller le lundi matin, et il est là quand même. Rahmouni. Petit filet de voix. Hein. Petit filet de voix. On l'a pas vu à Dar es Salaam. Hein. C'est la fin de saison. On l'a pas vu à Dar es Salaam. Par contre, il y en a dans les Mars Attack Extra. Il y en a un qui pète le feu, c'est Blaïd, depuis tout à l'heure, en train de taper des pieds et des mains. Extras. Il est en forme. Il est en forme, hein. Je me talage, je te vois très bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas, Siadis? Alors, messieurs, nous allons Ils ont passé un week-end d'Arabat, ils sont bien. Nous allons commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Ne vous bousculez pas, ne vous bousculez pas. Oui. Non, j'attendais. J'en ai deux, hein, si tu permets. Allez, tu commences par quoi? Deux coups de cœur. Ah, ouais. Je pense par. Je commence par les sports équestres, puisque hier, tu as posé une question à Rita Mstari. Elle était un peu gênée, elle est timide, tu as vu, la fille, elle a beaucoup de classe, elle est très pondérée. C'est une gamine. Ouais, bien sûr, c'est une gamine, mais très posée. Très posée. Ouais, bon, bien sûr. Alors, elle ne t'a pas raconté l'histoire de sa jument. Et je voudrais te la raconter parce que hier, on a tellement parlé que finalement, on n'a pas beaucoup parlé de cheval. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est qu'à un moment donné... On est en train de détruire ces 3 heures de radio qu'on a faites. Non, parce qu'on a parlé d'autres choses aussi. Non. On a fait 3 heures de folie. Et puis... Qu'est-ce qu'ils sont de mauvaise foi? Non, mais franchement, quelle démagogie. Al-Swah, de bon matin, de bon lundi matin. On commence la semaine... Avec la démagogie, vous avez été à la semaine du cheval, ne nous avez pas parlé de cheval. Le temps est donné, on connaîtra d'avancer comment on va dérouler le reste de l'émission. Ça fait les mecs. Pas de problème. On reconduit la paire. Ça s'annonce bien. On reconduit la paire, et avec ça, mais avait-il besoin de dire, vous êtes allé, hier on était à Dar es Salaam, on n'a pas beaucoup parlé de cheval. Oui, mais on a converti J'ai dit société à sainteté. J'ai dit qu'on a parlé de choses, on n'avait pas le temps de parler de tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. C'est de la mauvaise foi, mais j'ai noté, hein, parce que pour la suite, on verra. Donc, alors, quand Rita a commencé à faire du cheval, sa maman a voulu lui acheter un cheval, une jument, en fait. Et puis, il y avait une occasion, une jument qui débarquait de Belgique, dont personne ne voulait. Personne ne voulait de cette jument. Alors bon, la petite. C'est quelqu'un elle est venue toute seule. Elle s'est échappée d'un enclos et vous jette. Il y a quelqu'un qui a importé des chevaux. Il y avait quelques chevaux en vente et cette jument-là, personne ne voulait la prendre. Voilà. Arrive la petite Rita, monte sur le cheval, sur la jument l'a fait tomber. Premier essai, deuxième essai, la jument, elle ne l'a pas accepté du tout. C'est pour ça que personne n'en voulait de cette jument, non? Probablement. Et puis Rita qui s'accroche à la jument. Et la maman qui lui dit, mais écoute, tu vois que ça... Il dit, non, maman, c'est celle-là que je veux. Il lui dit, bon, écoute, on va prendre du temps, on va réfléchir, on va partir 1 ou 2 jours, l'après-midi, quelque chose comme ça, on revient et puis on retente notre chance. Ben, il revient l'après-midi, la petite se met sur la jument, la ruade de la jument qui s'envole, un peu comme ce qui t'est arrivé en Camargue, et puis qui va bazarder la fille quelque part. La fillette revient, Rita revient, elle dit à sa maman, c'est celle-là que je veux. C'est véridique, hein, Lino. C'est celle-là que je veux. Alors, maman, il dit, mais, désespéré, il dit, mais c'est pas possible et tout. Bon, connaissant l'état sentimental de la fille, parce que c'est une fille très sentimentale, tout, la maman, elle dit, bon, on va prendre cette jument, on va s'en débarrasser après. Ils prennent la jument, quelques temps après, ça ne marche toujours pas. Et la fille, Rita, qui s'accroche à la jument. Puis à un moment donné, la maman qui trouve acheteur pour la jument. Elle arrive, elle annonce à sa fille, écoute, voilà, on va vendre Paris 060, on va acheter un autre truc, voilà. Il voulait rien à faire. Rita s'est accrochée à cette jument. Aujourd'hui, cette jument n'a pas de prix. Ben, figure-toi que Rita, l'année dernière, quand elle a participé à l'international, quelqu'un est venu, une concurrente, et lui dit, écoute, je te paye cette jument comme tu veux. Eh bien, Rita répond toujours que cette jument n'a pas de prix. Aujourd'hui, tout le monde tourne autour de cette jument, de cette Paris 060, et Rita n'a pas voulu la vendre. Elle ne la vendra pas. Voilà. Oui, parce qu'elle a gagné l'année dernière. Et cette année, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, mais ça a commencé comme ça. Tu vois, et puis par la suite, maintenant, c'est l'entente totale. Voilà l'histoire de cette jument, parce que tu as posé la question, mais Rita n'a pas... C'est comme les belles liaisons. C'est tout ça, toi.
Je sais beaucoup de choses. Comme les belles liaisons amoureuses, ça commence toujours par un orage, des fois. Voilà. Alors, je voulais te raconter ça parce que c'est une belle histoire. Bon, hier, c'est une belle histoire. En effet, c'est une belle histoire. Alors, mon deuxième coup de cœur, c'est Neymar. Neymar. Non, mais attends. Je veux dire, comment ça non. Parce que j'ai vu Brésil-Venezuela hier. Et puis voilà, quoi. J'attendais des monts et merveilles de ce garçon. C'est très joli à voir jouer. Je ne parle pas de son jeu. Non, voilà, je pensais que tu allais parler du match d'hier. Non, pas du tout. J'ai trouvé très joli à voir jouer, mais c'est je parle. Tu sais que ce gosse-là, non, ce jeune homme qui n'est âgé que de 19 ans, c'est Iroquois. Voilà. Attends. Et tu as toutes les grandes écuries, tous les grands clubs lui tournent autour. Et il y a un chèque de 45 millions d'euros qui est sur la table. Et Santos qui refuse de le céder. Pourquoi ils refusent de le céder? C'est parce qu'ils sont certains qu'à son âge, il est encore jeune et pourra ramener davantage et rapporter davantage l'année prochaine. Tu vas voir que dans quelques mois, il va partir, mais il va partir pour plus que ça. Pourquoi j'en fais un peu? Les gens vont s'apercevoir que c'est un joueur de cirque, je crois que... mais attends, c'est un joueur de cirque ou pas? Pourquoi? Mais c'est une confiance d'abord du club. C'est que le club... J'ai vu faire 3 actions sur l'aile gauche hier, j'ai compris. En fin de match, il fait cette action, ce double râteau... Et ensuite, il a 19 ans, le gosse. Il a 19 ans, Lino. Il s'amuse encore. Pelé était champion du monde à 17 ans. Les gamins d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Non, parce que en comparaison avec ce qui se passe dans nos clubs. Pour des sommes modiques, on les bazarde. Dans un même ordre d'idée, je préférais quand même encore la position de Fabregas qui a refusé une offre stratosphérique, pas pour rester, pour aller à Manchester City, et qui préfère revenir au Barça en touchant lui un salaire divisé inférieur. Par 2. Donc je trouve ça encore beaucoup plus noble, parce que c'est pas une histoire de club ou d'institution, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui préfère, bon, tu vas me dire, c'est un salaire de 6 millions d'euros par an, ce qui est confortable et que ça laisse le temps de voir venir. Donc c'est toujours 6 à la place de 12, et sachant que l'argent plus, on en a plus, on en veut. Généralement, quand on accepte ce genre d'offre ou quand on les refuse, c'est qu'on a très confiance en soi. C'est que la confiance est là et qu'on sait qu'on peut rebondir et faire mieux. Voilà, c'était ça. Moi, c'est un petit village du Moyen Atlas, là, c'est Aïleh, qui a organisé le festival de Hidous. Ça débute le samedi, ça se termine aujourd'hui. J'ai pensé à toi, mon cher Aziz. C'est vrai que toi qui connais Ahouache et compagnie, c'était vraiment splendide. Il y avait 30 groupes de Hidous, dont notamment ceux de chez moi, là, de Tiddes et Hudren, là, c'est Aitiko. C'était vraiment très très beau. Il y avait beaucoup de monde, il y avait une ambiance dans ce village. Et j'ai revu du monde des Casablancais, des Marrakechis qui sont venus quand même à Aïleh. Donc c'est un retour. Il faut expliquer un petit peu parce que tout le monde ne sait pas où c'est. C'est un retour aux sources là. Aïleh, c'est entre Azroui et Khenifra, oui. À 11 km de la route secondaire. C'est au seuil d'une montagne. Et vraiment, ils ont bien organisé ce festival. Et chaque année, ils le font. Et ça fait venir du monde, ça fait de l'ambiance dans le village. Ça fait vraiment plaisir de se ressourcer un peu dans... Pour l'anecdote, Lino, Aïleh est la commune, comparativement au nombre d'habitants, est la commune la plus riche du Maroc. La plus riche du Maroc, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de forêts. L'exploitation de la forêt. Oui, je connais, parce qu'il y avait un monastère là-bas. Non, un peu plus en amont. Plus en aval, si tu veux. Plus en aval, mais c'est localité à Aïleh. Oui, c'est la région. C'est la région. Mais il y a surtout une très belle piscine en hauteur. Tu vois, quand tu sors de Aïleh, tu prends pour la montagne pour aller vers les sources de Marbella. Tu grimpes un peu plus haut. Et tu as une superbe piscine avec un club à l'ancienne. Et des chalets qui étaient très très beaux, qui étaient des chalets de vacances, qui sont malheureusement devenus des habitations. Très très beaux chalets. Malheureusement, bon. Ils étaient squattés ou quoi? Non, je pense que c'est la commune qui a dû loger des fonctionnaires ou des choses comme ça. Ça a tout l'air d'être des fonctionnaires, ceux qui habitent là. Ouais. Alors que c'était un village de vacances. Très très beau chalet. Ouais. Bon. Alors, on continue. C'est comme les chalets de la famille française à Ifrane, qui étaient des chalets de vacanciers qui sont devenus des habitations à temps plein. Moi, je m'attendais à ce que tu nous parles du CODEM, qui vient d'avoir un entraîneur quand même. Et moi, ce que je retiens dans cette histoire, c'est que Abdelrahim Taleb qui arrive parle déontologie,
Avant, ce n'était pas le cas. Je prends la place de quelqu'un, mais à condition, bien entendu, de respecter le contrat dressé par le CODEM, et seulement après, je serai entraîneur. Donc, c'est ce qui s'est fait. Hein, et aujourd'hui, on n'a plus ces entraîneurs mercenaires qui cassent les autres pour venir. Je voulais en parler, mais tout à l'heure, quand on en parlait, moi, le fil conducteur, quand même, quand on parle des assemblées générales, là, je parlerai du CODEM. Non, mais je retiens ça. Ça, c'est très important. Oui, parce mais que les entraîneurs avant. Talib est arrivé, Drissi avait déjà été. C'est les entraîneurs qui cassent les entraîneurs pour prendre le place. Hein, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est une saison. Une saison. Talib a voulu. A demandé à ce que tout soit réglé avant de venir à Meknes. Ben, ça a été fait. Le comité a réglé tous les arriérés de l'entraîneur Drissi. Et Talib a été présenté au public, pas au public, à l'Assemblée générale dimanche soir. Pour rester dans le même ordre d'idée, c'est une question que j'aimerais bien te poser en tant qu'entraîneur. Je suis quand même vachement dubitatif par rapport à cette histoire de clubs qui font des pieds et des mains pour monter. Donc qui mettent leur destin entre les mains d'un seul homme, qui arrive à les faire monter. Dès qu'ils montent, hop, on le vire. Comment vous expliquez ce genre de choses? Comment est-ce que dans votre monde, vous arrivez à concevoir ce genre de choses? Parce que moi, nous, en tant que néophytes, en tant qu'observateur externe, c'est des choses des mecs à trop chnavras. Je veux bien à la rigueur qu'un club de deuxième division vire un entraîneur parce que bon ben voilà, il échoue à faire monter, il remplit pas la mission. Mais un entraîneur qui arrive à vous ramener en première division après un bon paquet d'années de purgatoire en seconde, et comment vous le remerciez, vous le virez. Comment est-ce qu'on explique? Comment est-ce que vous le vivez, ce genre de choses? Sont les seuls à connaître la vérité. Comment ils sont montés? Ce genre de choses a dû l'avoir plusieurs fois dans ta carrière. Enfin, comment est-ce que vous le justifiez? Même pas l'expliquer, comment vous le justifiez? Ils connaissent le secret, ils disent comment ils sont montés. Ah oui, non. Peut-être que l'entraîneur, pour eux, il ne voit pas la première division. Ils cherchent quelqu'un pour réformer cette équipe, pour préparer une équipe beaucoup plus forte que celle qui est montée. Et puis, durant la saison, ils ont jugé s'il est bon ou s'il est mauvais, malgré la montée. Mais tu le débarques en milieu de saison, tu le débarques enfin milieu de saison en seconde division, pas quand il arrive justement. Quand tu es en tête. Surtout qu'il a fait une très très belle saison, il n'est pas monté à l'arrache, il a bien fini, il était champion, je crois, 2 journées avant la fin. Enfin bref. Quand l'équipe mène le bal, il faut dire qu'à un certain moment, ni Haït Melo, ni Khmisset n'en voulaient. Mais ça c'est valable aussi pour la Botola 1, ça c'est valable pour un bon paquet de choses. Mais dans l'absolu, c'est un monsieur qui a rempli son contrat très largement. Le n'a pas plané au-dessus de la compétition. Ils n'ont pas été transcendants. C'était une course à 3 où il y en avait, tous les 3 n'en voulaient pas pratiquement. Et puis finalement, c'est le moins mauvais. Ils ne pouvaient pas se séparer de l'entraîneur, mais ce n'était pas bon. Il a raison, parce que les entraîneurs l'ont récompensé comme étant l'un des entraîneurs de la saison. En plus, on a même fait une concession pour ceux qui n'ont pas le diplôme, je ne sais pas, B ou C, comment ils l'appellent. Ils ont dit que ceux qui réussissent la montée, eh bien, ils sont automatiquement habilités à être sur le banc. Donc tout ça, on l'a fait au profit de Drissi. Après, tout ça est remis en cause par les dirigeants du CODEM. Je ne sais pas pourquoi, moi non plus. C'est interne. Il faut voir, c'est des problèmes internes, le contrat, c'est peut-être, écoute, tu nous amènes. Non, et pourtant, le contrat était de 2 ans. De 2 ans. Il y avait une clause de 50 millions de centimes en cas de. Ils l'ont donné.